Bonjour à toi qui passe par là et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour un nouveau topo lecture des dernières lectures que j'ai effectuées en juin. Je commence tout de suite avec le premier et je ne vais pas m'appesantir trop longtemps parce que c'est un tome 3 puisqu'il s'agit de Martyr d'Oliver Perru. On est aux éditions J'ai lu. Oliver Perru est un auteur qui est français. Je t'ai présenté il y a peu de temps le premier et le deuxième tome. Ici, c'est un ouvrage qui est paru en 2025. Il a fallu près de 14 ans à l'auteur, entre le tome 2 et le tome 3, pour clore sa trilogie. Et moi, j'ai eu de la chance, je n'ai pas dû attendre puisque j'ai enchaîné les tomes. J'ai effectué ici cette lecture en commun avec Virginie de la chaîne Totalie Brune et c'était vraiment top parce qu'on a pu enchaîner les tomes 2 et 3 dans la foulée. Alors on l'a lu en juin, je ne présente que maintenant ce tome. N'hésite pas à aller voir son avis sur sa chaîne. Je ne vais pas m'appesantir comme je le disais parce que évidemment c'est un tome 3. Donc tout ce que je peux dire c'est que c'est un univers de fantaisie médiévale. C'est une fantaisie qui réunit énormément d'épiques, je le dis à chaque fois, mais pour moi, ce sont les maîtres mots pour illustrer et pour résumer cette série. On va retrouver deux frères à la base, assez jeunes, ils ont 19 et 21 ans, quelque chose dans ce goût-là. Ce sont des frères qui ont comme fonction d'être assassins, mercenaires. Ils sont d'une race un peu particulière puisque ce sont des berserkers. Il n'y en a plus beaucoup et la particularité, tu vas le découvrir, mais ce sont des guerriers hors pair et pas que. Il y a dans cette série énormément d'éléments super positifs et super haletants parce que ça réunit beaucoup de complots, beaucoup de trahisons, beaucoup de... Alors la royauté aussi, puisque c'est plusieurs clans qui s'affrontent pour essayer d'obtenir le pouvoir. Donc il y a aussi beaucoup de guerres, d'où le côté épique. Il y a des personnages très charismatiques, et même si à la base ce sont les deux frères qui sont les personnages principaux, on va également avoir des personnages féminins qui tiennent la route et qui vont prendre de plus en plus d'ampleur, ce qui n'a pas été pour me déplaire. C'est un univers qui est très construit et qui mêle pas mal d'éléments un peu fantastiques. Il y a des dragons, il y a des fantômes, il y a de chouettes twists, il y a des rebondissements, mais qui sont très bien équilibrés, qui ont du sens, qu'on comprend. C'est une trilogie qui se tient, à mon sens, parfaitement. On sent que ça a été vraiment bien construit. J'ai adoré cette trilogie. Je trouve que tout y est, les persos, l'univers. Alors il y a un ou deux petits bémols, tu n'as qu'à aller voir ma critique au niveau du tome 2. Mais à part ça, vraiment, j'adore cette série. Dans mon bilan mi-année, j'ai parlé de Martyr en disant que c'était ma série préférée jusqu'à présent. En tout cas de cette année, c'est un coup de cœur. Et elle se hisse clairement dans le haut du panier de mes séries fantasy préférées. Si tu as envie d'une vraie série de fantasy avec un petit goût de classique, fantasy classique, mais en même temps une touche moderne, eh bien, fonce sur Martyr. J'ai lu ensuite, ou en tout cas j'ai terminé ensuite à lire La Nuit de Seamus Dean. C'est un auteur qui est irlandais, donc c'est traduit de l'anglais par Marianne Véron. On est ici aux éditions Babel. La version originale date de 1996, la première traduction date de 1997, et chez Babel, là, c'est une parution de 2005. J'ai lu ce livre pendant mon périple, mon city trip à Dublin, donc ça tombe vraiment bien parce que c'est une histoire qui se passe à Dublin, ou en tout cas à proximité. On est à Londonderry, dans les années 1950, dans un milieu ouvrier, et on va suivre un narrateur qui est un jeune enfant, un jeune garçon, et par chapitre, on va avoir un fragment, un morceau de son histoire, en avançant peu ou prou dans le temps avec ce narrateur. La manière dont est construit ce texte
tourne autour d'une reconstitution de la vie, ou en tout cas de ce qui a péché dans la vie de cet enfant, parce qu'on comprend assez rapidement qu'il y a eu un, voire plusieurs secrets de famille, certaines choses cachées qui provoquent de la honte et qu'il ne comprend pas très bien. Et morceau après morceau, en écoutant les conversations de ses proches ou des voisins, ou voilà, en tout cas en écoutant les conversations d'autrui, il reconstitue son histoire familiale et il comprend ce qu'il s'est réellement passé. C'est un ouvrage qui veut intégrer le contexte historique politique de l'Irlande, avec l'IRA notamment, mais aussi un aspect psychologique avec cet aspect-là de traumatisme, de secrets de famille qui viennent entacher le présent et la construction identitaire des personnages. Il y avait beaucoup de choses pour me plaire, mais force m'a été de constater que j'ai été déçue par la réalisation. J'ai trouvé que, même si l'intention était louable de fragmenter, c'était très cohérent, mais moi j'ai pas aimé cette réalisation-là parce que du coup j'ai trouvé que c'était trop fragmenté. Je n'arrivais pas à m'investir avec les personnages, donc j'ai eu très peu d'émotions par rapport à eux. Ils sont restés très à distance de moi. J'ai trouvé le temps relativement long, je me suis un peu ennuyée et je trouvais que dans la narration, il y avait beaucoup de redondance au niveau des aspects de réflexion philosophique ou psychologique notamment l'apitoiement du personnage, ou pas l'apitoiement, c'est peut-être pas le mot exact, mais le fait qu'il ressasse, que certaines choses lui échappent, que ça a fait du tort à sa famille, à sa mère, son père. Et ça tourne vraiment beaucoup autour de ça, mais sans avancer beaucoup, je trouve, dans le propos. C'est-à-dire que les éléments qui sont apportés ne nous font pas avancer dans cette compréhension. Et donc j'ai trouvé qu'à la fin, c'était un peu lancinant. Alors j'ai déploré aussi un petit peu que le contexte historique n'ait pas été plus exploité. Heureusement que je me trouvais en Irlande, parce que du coup, j'ai appris beaucoup de choses grâce à mes visites, mais là-dedans, on ne l'explique pas. Or, je trouve que c'est important de connaître ce contexte avant de s'y lancer pour comprendre l'ampleur que le contexte politique joue dans la société, joue dans les mœurs, dans les opinions et les réactions des différentes personnes, la société. Donc, je trouve que c'est important de le savoir avant de se lancer dans le texte. Et puis, pour moi, la dernière critique, c'est qu'à force de tourner autour du pot, d'avancer petit à petit, on arrive à la fin aux révélations, mais là aussi, sans qu'on ait bien intégré les informations. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti quand j'ai lu les révélations. Et je me suis dit, ok, un peu tout ça pour ça. Voilà, il m'a manqué quelque chose à ce niveau-là. Donc voilà, dommage pour moi parce que ce n'est pas la meilleure lecture que j'ai faite, même s'il y avait pas mal de choses qui auraient pu me plaire. Voilà, moi en tout cas, ça ne m'a pas convaincue. Mais évidemment, je le dis à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais je le dis régulièrement, à toi de te faire ta propre opinion, que ce soit par rapport à quelque chose que j'ai aimé ou que j'ai moins apprécié. J'ai ensuite terminé la lecture de La morsure du coquelicot de Sarah Haidar. On est aux éditions Blast. C'est paru en 2016 à la base. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est une écrivaine qui est algérienne et qui écrit en français. Dans La morsure du coquelicot, qui m'emballait beaucoup sur le concept, on va entrer au cœur d'une révolution, d'une révolte, mais qui est opprimée, dans le sens où on va suivre les différents rebelles qui ont été arrêtés et qui se font torturer. On essaye par là d'obtenir des informations qu'ils livrent d'autres rebelles et on essaye de couper court à cette révolte en matant les différents révolutionnaires. On est donc dans quelque chose qui est extrêmement violent, extrêmement brutal dès les premières pages.
beaucoup de vulgarité au niveau des termes qui sont employés. Alors il y a une cohérence puisqu'on veut montrer cette dureté, on veut montrer cette violence, et on n'épargne absolument pas le lecteur. Je peux lire des ouvrages violents. Ici, j'ai été un peu rebutée et je n'ai pas aimé le langage du coup qui était utilisé. En tout cas, ça ne m'a pas séduit. On ne peut pas vraiment dire que ce soit une plume délicate et poétique. Voilà, c'est autre chose qu'on veut mettre ici. Donc si tu aimes le caractère un peu trash d'une langue et que ces aspects te dérangent moins, ou que tu as envie de tester dans ce texte et voir la cohérence avec le propos, évidemment, lance-toi dedans. Moi, en tout cas, ça m'a moins plu. Et puis, on a ce côté où on arrive directement donc, dans cette révolte, d'un pays, d'une époque qu'on ne connaît pas, on ne sait pas quand ça se situe. Et en parallèle, on va se retrouver avec un autre narrateur, avec l'écrivain de l'histoire. Et il y a des parallèles qui vont être faits avec cette histoire qu'on se doute être inventée, ou on ne sait pas trop. Enfin, voilà. Bref, tu l'auras compris à mon résumé. En fait, j'ai pas très bien compris là où l'autrice voulait nous emmener. Je trouvais que c'était pas assez lisible en termes d'histoire, en termes de message. Je me suis donc assez perdue. J'étais bien dans cette première histoire, puis quand on est arrivé dans le monde réel, là je comprenais moins les liens qui étaient faits, l'interaction avec ces personnages. Bon, j'ai un peu moins adhéré au sens de l'histoire. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop confus. Et alors finalement, le message qui est véhiculé ne correspond pas toujours non plus au message qui me correspond. Alors là, encore une fois, c'est propre à chacun. Je te laisse découvrir le message si le cœur t'en dit, ou si la curiosité t'en dit. Mais effectivement, moi, c'est pas quelque chose qui m'a touchée. Et il y a un discours un peu anarchiste qui est aussi mis en lumière. Et je trouvais qu'il était un peu plaqué là. Il tombait un peu nulle part, vu les détails ou les épisodes qui étaient racontés avant. Je trouvais qu'il y avait un petit décalage avec ce message politique-là, alors que c'est un message qui généralement, là, pour le coup, me plaît et me parle. Voilà, donc j'ai pas apprécié la lecture de ce livre, même s'il avait une proposition engagée et révolutionnaire. Bon, maintenant, je te présente L'Arbre-Monde de Richard Powers. C'est une lecture commune que j'ai faite. Je l'avais présentée dans le cadre de ma pile à lire pour l'année 2026. J'étais un petit peu abandonnée sur ce coup-là, mais ce n'est pas grave, ça arrive aussi. Ici, c'est une parution, donc une publication de chez 10-18. La version originale et la version française datent toutes deux de 2018. C'est un auteur qui est états-unien et c'est traduit de l'anglais par Serge Chauvin. Richard Powers, c'est un auteur qui est né en 1957. Ça nous en fait ici un ouvrage assez contemporain. On a vu pas mal ce livre tourner. Dans cette histoire, la construction est déjà assez particulière parce qu'il va y avoir une partie qui va parler des racines de l'arbre, ensuite du tronc, et puis des cimes et des graines. Bon, il y a une table des matières à la fin. Je ne t'en dis pas plus, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce début, quand on parle des racines, on va aborder différents personnages. Donc il y a à chaque fois un chapitre par personnage, ou un sous-chapitre par personnage, pour comprendre qui est cette personne, quels sont ses intérêts, ses motivations, son lien ou pas avec le ou les arbres, son histoire familiale, et j'en passe. Ce qui fait qu'on va avoir plusieurs narrations, et là pour le coup, eh bien parfois on s'attache, parfois on ne s'attache pas. C'est pas si évident de devoir enchaîner les chapitres qui ne sont pas hyper longs, de parcourir comme ça toute une vie, de s'accrocher un petit peu, et puis de passer à quelqu'un d'autre. En plus, on n'a pas les liens à ce moment-là, on se doute que ça va venir après, hein. Franchement, c'est très lisible, c'est pour ça que c'est pas du tout en tout cas à mon sens, c'est pas du tout un spoil. On va comprendre par la suite quels sont les liens entre ces personnages, mais
quand on lit au départ, on ne les a pas du tout. Ce n'est qu'après que l'histoire se reconstruit et intègre ces différents personnages et on comprend le rôle de chacun. Mais donc, il y a quand même pas mal de pages au début avant de rentrer dedans et je trouve qu'il y a près de 200-250 pages avant de revenir sur cet ensemble. Et là, j'avais même oublié qui était qui parfois. Donc voilà, c'est ce qui me fait dire que c'était pas si bien fait que ça au niveau de la création des personnages et au niveau de l'émotionnel ressenti parce qu'ils m'ont pas vraiment marqué. Un point que j'ai trouvé positif, c'est la volonté clairement identifiable qu'a l'auteur de parler d'écologie, d'environnement, de protection de la nature, de respect de l'environnement, et aussi ce besoin de retrouver ses racines pour se construire. Ce sont des éléments qui me parlent bien, qui me parlent même beaucoup, que j'ai retrouvés dans ce texte, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup de pages pour finalement ce qu'on voulait nous montrer. Donc j'ai été, moi, assez déçue à la lecture de ce texte. Je l'ai terminé, moi je suis allée jusqu'au bout, mais c'est pas ni l'histoire, ni les personnages, ni le message. Voilà, c'est pas le livre que je vais finalement garder en tête. Voilà, c'était pas une mauvaise lecture, mais je suis assez mitigée parce que j'aurais voulu retrouver autre chose. J'étais séduite par la proposition de base et par les intentions. Je trouvais qu'à plein de moments, l'histoire stagnait. Il n'y avait pas énormément de rebondissements. Alors, c'est pas ça, hein. Il ne me faut pas des rebondissements à chaque page. Mais je trouvais que ça restait un peu stagnant, c'est finalement le bon terme. Une fois qu'on comprend un peu ce qui se joue, eh bien, ça reste sur ce même mode un peu trop longtemps à mon goût. Ça ne décolle jamais vraiment. Et comme j'ai pas eu beaucoup d'empathie pour les personnages, j'avais pas non plus beaucoup d'enjeux par rapport à ce qu'ils vivaient. Donc voilà, lecture mitigée pour ma part. Il a bien plu, donc n'hésite pas à me donner tes arguments pour, ou à expliquer pourquoi toi, il t'a plu, si ça a été le cas, ou si à l'inverse, tu rejoins mon opinion, eh bien, fais-moi sentir moins seule. J'ai lu ensuite Toutes les vies de Rebecca Warrior. C'est une autrice qui est française et qui, en plus, est une chanteuse, autrice, compositrice, DJ. Elle a plusieurs cordes à son arc. Ici, c'est son premier roman. C'est publié chez Stock et paru en 2025. On est ici dans une autofiction. Rebecca Warrior va nous relater un épisode assez marquant puisque sa compagne a eu un cancer et elle va nous parler de avant l'annonce de cette maladie, puis comment est-ce qu'elle a géré la maladie en tant que femme et puis en tant que compagne et l'après. C'est un ouvrage, en tout cas c'est une plume que j'ai trouvée très percutante parce que Rebecca Warrior est d'une précision, d'une honnêteté que je trouve aussi assez sidérante. C'est très proche de ce qu'on peut retrouver chez Constance Debré, non seulement parce que les phrases sont très courtes, très punchy, mais aussi parce qu'elles vont toutes deux parler d'elles-mêmes avec beaucoup de recul et sans concession. J'aime beaucoup ces écritures-là, que je trouve toujours très admirables dans cette sincérité exprimée. Elle va essayer de tout retracer, de tout comparer, de tout relater, et elle va parler des points positifs, mais aussi de ce qui n'a pas été. Elle va parler du soutien qu'elle a pu être pour Pauline, mais aussi des pensées négatives et des pensées qu'elle a eues, qu'on a tous envie de bannir, parce qu'on n'a pas envie d'être comme ça ou de lire ça, mais c'est comme ça qu'on est, parce qu'on est humain, qu'on n'est pas parfait, et qu'on n'a pas toujours des pensées positives, roses et soutenantes pour l'autre. Et là, elle ne s'épargne pas. Je trouve ça très, très vrai et très courageux de sa part. Il y a une sonorité dans sa plume que j'ai beaucoup appréciée. Après, elle est autrice et compositrice, donc c'est assez logique, mais
Voilà, moi en tout cas, j'ai trouvé ça parfois très musical. Pauline et moi étions amoureuses depuis de nombreuses années. Elle avait 28 ans et moi 31 quand nous nous sommes rencontrés. Nous faisions à peu près la même taille et le même poids. Nous pouvions échanger tous nos vêtements sauf les chaussures. Elle avait des cheveux longs, châtains, des yeux noirs et de magnifiques petits seins. Son odeur me rendait folle. À la maison, elle portait souvent une veste de jogging bleu avec une capuche. Avant moi, elle était restée 10 ans avec un garçon. Elle avait une sœur, Adji, qui était aussi sa meilleure amie. Adji et Pauline se ressemblaient beaucoup physiquement. Mais Adji est plus moqueuse et secrète. Pauline était végétarienne et son réalisateur favori était Haneke. Bon, et ça continue comme ça. Alors là, c'est pas le côté le plus musical, mais ça peut te montrer des phrases simples qui sont jetées, qui sont enchaînées. Et je sais pas, ça sonne bien. Alors il y a des passages un peu plus esthétiques que d'autres. Il y a parfois des listes de mots. Il y a des passages vraiment très poétiques, d'autres plus simples. Ça, voilà, ça alterne. Mais on reste dans quelque chose de très punchy. Il y a aussi par chapitre une référence à un livre qui a guidé, accompagné Rebecca Warrior dans sa vie et dans le passage, dans la période dans laquelle elle se trouvait. C'est une lecture qui est pas mal, c'était une bonne lecture. Ça aurait pu être vraiment 1 ou 2 crans au-dessus, mais moi j'ai eu 2 bémols. Le premier, c'est que finalement, j'ai pas ressenti d'émotion non plus à la lecture de ce livre. Or, je pense qu'il en faut aussi. Je suis restée très dans le mental et dans l'intellectualisation de la démarche. Et le deuxième point faible, à mon sens, c'est qu'il y a à un moment un côté mystique qui l'a aidé. Et bon, c'est pas parce que ce n'est peut-être pas la manière qui m'aurait aidé que je n'ai pas apprécié, mais j'ai donc trouvé, au moment où on était dans ce côté un peu mystique, en fait ça m'avait mis à distance encore plus parce que ça tourne pas mal autour de ce point-là et ça prend du temps. Et donc voilà, tant mieux si effectivement pour elle ça a fonctionné et c'est pas ça que je juge, mais ce fait-là a été quand même un peu trop éloigné de ce qui me correspond. Donc la distance a été encore plus grande et j'ai trouvé ce moment un peu long. Voilà, mais sinon c'était pas mal et comme je le dis, il y a des éléments que j'ai vraiment beaucoup appréciés dans ce texte. Le dernier que je te présente aujourd'hui, c'est La Ronde de nuit de Bora Chung. J'avais déjà lu Lapin maudit que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Ici, c'est un autre recueil de nouvelles. Ça a été traduit du coréen par Choi Kyung-ran et Pierre Bizouy. On est aux éditions Rivage et la version originale date de 2023 pour une traduction en 2025. C'est une autrice, Bora Chung, qui est née en 1976. Et ici, elle va faire tourner son recueil de nouvelles autour d'une thématique, d'un liant, d'un fil rouge qui se trouve être la ronde de nuit. Nous avons chaque nouvelle qui va se centrer sur une histoire qui s'est passée ou se passe pendant une ronde de nuit. Ce sont les différents gardiens, gardiennes qui se racontent ces histoires. Donc nous, on est avec ces gardiennes et on comprend parfois ce qu'il se passe ou ce qui leur est arrivé pendant ces rondes de nuit. Ils sont dans un centre de recherche. C'est un centre de recherche dans lequel il y a des objets paranormaux et c'est aussi une des thématiques transversales parce qu'il se passe des choses un peu clairement fantastiques. Ce que j'apprécie, ce sont les petits liens qu'on peut retrouver entre chaque nouvelle. Plus on avance, plus on peut raccrocher le personnage qui est là, qui revient, l'histoire, l'objet, voilà, c'est pas mal. Alors je trouve par contre que c'est pas toujours expliqué et j'ai vu par la suite une interview de Bora Chung qui dit qu'elle aime beaucoup utiliser les contes, ça se sent, parce qu'on est très vite dans l'histoire, on est vite plongé dedans, on s'approprie très vite l'histoire, c'est écrit d'une manière super fluide, il y a une chute à la fin, mais dans Lapin maudit, je trouvais que les fins étaient un peu plus spectaculaires et un peu mieux construites. Ici, ça nous laisse, ou en tout cas ça m'a laissé souvent sur ma fin, je ne voyais pas toujours ce que voulait dire cette fin. Et pour revenir à l'interview, donc elle explique qu'elle est accrochée par les contes et puis qu'elle aime aussi
intégrer le folklore coréen. Et elle dit que c'est peut-être pas toujours compréhensible pour les non-initiés, les non-coréens, mais que ce sur quoi on peut alors se centrer, se focaliser, c'est l'histoire. Et c'est vrai, mais moi il m'a manqué un peu de compréhension du fond. Donc il faudrait que je reprenne chacune des nouvelles et que j'essaye de rallier ça à la coutume, aux mœurs, au folklore coréen, qui effectivement ne m'est pas connu. Donc voilà, moi il m'a manqué cet aspect-là. J'ai beaucoup aimé l'ambiance parce qu'il y a ce côté fantastique, comme je le disais, qui est très présent et on se demande à chaque fois ce qui va se passer, l'impact pour ces personnages, et c'est un petit côté d'une ambiance un peu, alors pas angoissante, mais allez, le stade juste antérieur. Pour résumer, c'était pas mal, mais je suis un peu mitigée parce que les histoires étaient sympathiques, le lion était là, mais finalement, quel est le message? Quelles sont vraiment les différentes thématiques de fond? Ça, je suis passée à côté, comme je le disais, mais ce qui en fait que la compréhension globale du récit, je ne l'ai pas eu. Donc voilà, c'était sympa, mais sans plus. Qu'as-tu lu de beau, ou de moins agréable cette semaine? N'hésite pas à me dire tout cela en commentaire. D'ailleurs, merci vraiment du fond du cœur à toutes les personnes qui commentent, qui likent, qui partagent ou qui boostent, parce que ça fait une énorme différence pour la chaîne et je le vois vraiment quand il y a beaucoup de commentaires, quand il y a beaucoup de likes, quand il y a des boosts. Je vois la différence au niveau du résultat et de la vidéo. Donc un tout grand merci à tous ceux qui le font. Et puis de toute façon, merci aussi à tous ceux qui regardent tout simplement jusqu'ici, parce que c'est pour échanger, c'est pour partager quelque chose sur la littérature et sur les livres et sur ma passion que je fais ces vidéos. Donc merci à toi si tu as été intéressé, curieux et que tu es arrivé jusqu'ici. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant que le plaisir de lire soit avec toi.